Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu cherches à optimiser ta progression en musculation, autrement dit, comment devenir musclé le plus rapidement possible. C'est une question que tous les pratiquants de musculation se posent, parce que la muscu, on le sait, hein, c'est le sport le plus long et le plus ingrat au monde, donc on va voir dans cette vidéo mes meilleurs conseils pour progresser le plus vite possible. Donc on commence directement avec l'entraînement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout part du cortisol. Tu as déjà dû entendre ce terme, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Le but en musculation, c'est d'optimiser ces niveaux de cortisol. Si tu dois retenir une chose, c'est ça. Le rôle du cortisol, il est simple, c'est de permettre à ton corps de pouvoir répondre à n'importe quelle menace potentielle, n'importe quel stress, que ce soit la muscu ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Demain, bon, c'est pas la vie de tous les jours, on est d'accord, mais demain tu es attaqué par un guépard, tes pupilles vont se dilater, ton rythme cardiaque va s'accélérer et tes muscles vont avoir une force de contraction beaucoup plus importante pour pouvoir répondre à ce danger immédiat. Parce que vu la vitesse du guépard, tu ne vas pas pouvoir fuir. Donc le combat est obligatoire. Boum, production de cortisol par ton corps. Donc le cortisol, en muscu, c'est vu un peu comme le diable. C'est l'hormone du stress qu'il faut absolument fuir parce que c'est ce qui te ferait cataboliser, à savoir perdre de la masse musculaire. Ça, c'est vrai, mais uniquement lorsque le cortisol est produit en excès et tout au long de la journée, de façon chronique. Sinon, le cortisol en soi, il est très bien. Il est responsable de la motivation, de la concentration, il augmente la force de contraction des muscles, il permet de réagir à un stress, quel qu'il soit, il fournit de l'énergie à ton corps en piochant dans les macronutriments, protéines, glucides, lipides, etc. etc. Donc c'est quelque chose de très bon. C'est juste qu'il faut savoir le produire en bonne quantité au bon moment de la journée. Le problème, c'est que si tu es trop stressé au quotidien, si tu manges pas suffisamment, si tu dors pas suffisamment, si tu programmes mal ton entraînement, en termes de volume, en termes d'intensité, en termes de fréquence d'entraînement, tout ça, ça impose un stress de manière générale trop important à ton corps. Et donc du coup, surproduction de cortisol. Et lorsque le cortisol est produit en trop grande quantité, ça va augmenter les niveaux de myostatine. La myostatine, très rapidement, c'est une protéine qui limite la croissance musculaire. Voilà, tout simplement. On ne va pas rentrer plus loin dans les détails, ça suffit. Ça affecte le fonctionnement de la thyroïde. Donc la thyroïde, ça veut dire que ça fait chuter le métabolisme de base. Ça diminue la sensibilité à l'insuline. On sait que l'insuline est une hormone anabolisante. On sait aussi qu'un dérèglement, une désensibilisation à l'insuline, ça empêche de prendre de la masse musculaire de manière optimale et ça empêche de perdre du poids lorsqu'on est en perte de poids. Ça réduit la resynthèse du glycogène musculaire, donc ces fameuses réserves en glucides, en énergie qu'on a dans les cellules musculaires et qui nous fournissent de l'énergie pendant un effort. Ça crée de la rétention d'eau, ça affaiblit le système immunitaire, etc. etc. Donc plein d'effets négatifs. Donc ça c'était pour les effets physiologiques. Maintenant pour les effets au quotidien, ça va être fatigue chronique, baisse de libido, manque de concentration, de focus, dépression dans les cas les plus extrêmes, diminution des performances, ça va être difficulté à s'endormir, hypertension, prise de poids. Prise de poids, pourquoi? Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais par exemple les chefs d'entreprise, ils ne sont pas forcément très gras, pas forcément très gros, mais ils ont un ventre énorme. Et c'est pas forcément à cause de l'alcool où souvent on dit oui, tu as un ventre à bière. Bon ok, ça peut être dû à ça, mais pas tout le temps. En fait, il faut savoir que lorsqu'il y a une surproduction de cortisol, au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, il y a énormément de récepteurs au cortisol. C'est pour ça que plus tu es stressé, et les grands chefs d'entreprise en général, ils ont beaucoup de responsabilités, donc beaucoup de stress, et bien du coup, tout de suite, tu as un amas graisseux à ce niveau-là. En plus que nous, déjà les hommes, on stocke beaucoup au niveau de la bouée, au niveau de la sangle abdominale, mais là du coup, encore pire parce qu'il y a beaucoup de récepteurs au cortisol à ce niveau-là. Donc hormonalement, il faut comprendre que la muscu, elle va stimuler la production de testostérone et la production de cortisol. Les deux sont importants pour la croissance musculaire et pour ton bon fonctionnement de manière générale, mais évidemment dans des proportions différentes. Donc là, la question que tu dois sûrement te poser, c'est est-ce que ton niveau de cortisol est bon ou est-ce qu'il est trop élevé? Et pour le calculer, c'est très simple. Donc déjà, il y a l'introspection. Tu fais un retour sur toi-même. Est-ce que tu es stressé au quotidien? Est-ce que tu as du mal à manger? Est-ce que tu as du mal à dormir? Est-ce que tu es fatigué? Tu as la flemme d'aller à la salle? Est-ce que tu as du mal à monter en charge parce que justement il y a trop de fatigue? Tu vois, il y a plusieurs signes comme ça qui ne trompent pas. Maintenant, si tu veux un moyen plus fiable de l'estimer, ton niveau de cortisol, soit tu fais un test salivaire ou sanguin en laboratoire, soit tu peux l'évaluer via des questionnaires. Et moi, j'ai créé mon propre questionnaire avec les retours que j'ai eu de mes élèves et même moi mon retour, plus ce que j'ai appris aussi avec mes formations. Donc je sais évaluer exactement le niveau de cortisol et je peux même t'aider à le réduire s'il est trop élevé. Si jamais ça t'intéresse, tu as juste à m'écrire cortisol en DM sur Instagram ou si tu n'as pas Instagram, tu peux m'envoyer directement par mail à contact@alexbodyfit.fr. Donc les facteurs qui augmentent la production de cortisol sont la mauvaise quantification de l'entraînement.
trop de volume, trop de fréquence, trop d'intensité. L'excès de stress au quotidien, donc avoir la boule H24, ou le stress neurologique, donc lorsqu'on demande beaucoup d'efforts au cerveau. L'entraînement à jeun, jeûne intermittent, tous les régimes restrictifs, tout ça, ça impose un stress supplémentaire à ton corps. La mauvaise alimentation, le mauvais sommeil ou le manque de sommeil, l'excès d'alcool et la surconsommation de caféine. Et là, j'ai écrit maté, j'y reviendrai juste après, parce que moi, personnellement, tous les matins, je ne consomme que du maté pour justement contrer les effets de la surconsommation de caféine. Donc là, c'est un résumé de tout ce que je viens de te dire. En fait, lorsque tu fais de la muscu, il faut que tu optimises ton niveau de stress, qui soit le plus bas possible, et que ton niveau de performance soit le plus haut possible. Sauf que l'un sans l'autre est impossible. Pour avoir beaucoup de performance, il faut s'entraîner. Et quand tu t'entraînes, forcément, tu crées du stress. Donc il faut trouver le juste milieu entre le niveau de stress le plus bas pour le meilleur niveau de performance. Donc en fait, sur ce schéma-là, c'est lorsque en fait, tu es en haut de la montagne russe, en fait, en haut de la courbe rouge, il y a écrit zone de performance optimale, c'est-à-dire qu'avant, c'est pas bon, surtout quand tu es tout en bas, et après, au burn-out, fatigue nerveuse, c'est lorsque justement tu as mal quantifié, tu as trop de stress. Le stress, encore une fois, c'est pas que l'anxiété, hein. C'est tout ce que tu imposes à ton corps, hein. Mauvais sommeil, ça crée du stress pour ton corps. Donc ça, c'est un peu ton repère, il faut que tu sois entre les deux lignes vertes, et là, tu es en pic de forme, c'est-à-dire que tu progresses, tu n'es pas fatigué, les charges augmentent, tout est au top. Et pour clôturer cette partie sur le cortisol, je t'ai mis un schéma, ce qu'on appelle le phénomène de surcompensation. Le phénomène de surcompensation en muscu, c'est quoi? C'est qu'avant de t'entraîner, tu es à un niveau de base. Ok, ici. Tu vas t'entraîner, ça va créer du cortisol, de la fatigue, perte d'énergie. Ok, donc tu descends. Tu es plus bas que ton niveau initial. Sauf que via l'alimentation, via le sommeil, etc., le repos, tu vas récupérer. Mais si tu ne prends pas de jour de repos parce que tu te rentraînes directement le lendemain, tu vas remonter, mais pas aussi haut que ton niveau de départ quand tu avais plein d'énergie avant de t'entraîner. Donc tu remontes un petit peu, mais tu te rentraînes direct après le lendemain. Boum, tu redrops. Tu remontes un tout petit peu, hop, tu redrops. Et ainsi de suite. C'est pour ça que si tu t'entraînes trop souvent, trop intensément, avec trop de volume, tu crées trop de drops et tu n'as pas le temps de remonter suffisamment. Et donc du coup, tu es crevé, tu stagnes. Ok. C'est pour ça qu'en muscu, en général, c'est 2-3 entraînements d'affilée pour 1 ou 2 jours de repos. Pour qu'à chaque fois, je descende, je remonte plus haut, hop, je dépasse mon niveau de performance, et donc du coup je progresse par rapport au niveau auquel j'étais avant. Je descends, hop, je remonte, c'est les montagnes russes, mais dans le bon sens, et je suis sûr de ne jamais stagner. Ok, maintenant que j'ai posé les bases, ça te permet de comprendre pourquoi on ne s'entraîne pas au feeling, pourquoi on ne s'entraîne pas au hasard, pourquoi on doit quantifier et on doit périodiser dans le temps. Mais quoi de mieux pour périodiser que de connaître ce qu'on appelle le neurotyping? Le neurotyping, ou le profilage neurologique, c'est la capacité de planifier son entraînement en fonction de son système nerveux. Donc je t'explique, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. J'espère que je vais l'expliquer en tout cas simplement. Dans le cerveau, on a à peu près 86 milliards de neurones. Les neurones, eux, ils échangent entre eux et avec le reste du corps via ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Tu as peut-être déjà entendu ce terme, sachant que le neurotransmetteur le plus connu, c'est sûr que tu le connais aussi, c'est la dopamine. Mais il y en a d'autres. Dopamine, acétylcholine, sérotonine, GABA, adrénaline, glutamate. Parmi les neurotransmetteurs, il y en a certains qui sont activateurs, qui vont stimuler l'influx nerveux, donc le partage d'informations dans le corps et dans le cerveau. Et il y en a d'autres qui vont le ralentir, qui vont permettre un retour au calme, qu'on appelle des neurotransmetteurs inhibiteurs. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'on a tous une répartition en neurotransmetteurs qui est différente et qui dépend de notre génétique, de notre enfance, de notre entourage, de notre alimentation, de notre environnement et de notre sommeil. Tout ça, donc la répartition en plus ou moins importante d'adrénaline, dopamine, etc., va dicter notre personnalité et notre tempérament dans la vie de tous les jours. Et en muscu, ça va déterminer nos préférences d'entraînement et les méthodes les plus adaptées pour nous pour que 1. On prenne du plaisir et 2. On progresse de manière optimale. Il existe 5 neurotypes différents. Donc avant de commencer avec le premier profil, le profil Dracofeu dopamine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas 100% d'un seul profil. Je vais te décrire des traits de personnalité, des préférences d'entraînement qui correspondent à tel ou tel profil. Tu ne vas pas te reconnaître à 100% là-dedans. C'est normal. On est une combinaison plus ou moins importante de différents profils. Le but ici, c'est d'identifier, via ce que je vais te dire, quel est ton profil dominant. Le Dracofeu dopamine, c'est une personne qui est très verbale, très démonstrative. C'est un profil de leader. C'est une personne qui recherche de l'attention, qui gère mal l'autorité, qui gère mal les règles, qui n'aime pas qu'on lui dise ce qu'elle a à faire. C'est une personne qui a une très haute estime de soi, une très haute confiance en soi. Elle se fout de ce que les autres pensent d'elle. Elle a une compétitivité extrême.
C'est une personne qui veut faire les choses à sa façon, qui est excellent sous pression, qui peut être productif mais souvent brouillon et qui adore prendre des risques. Voilà à peu près au niveau de la personnalité ce premier type de profil. Au niveau de l'entraînement, si on devait résumer en un seul mot, un mot-clé, c'est intensité, force. Je mets 2 mots, voilà. En gros, c'est je vais à la salle, je m'explose la tronche sous des grosses charges. Voilà, si je devais caricaturer et résumer, c'est ça. Donc c'est des profils qui en fait, il faut comprendre que quand tu fais de la muscu, tu travailles 2 systèmes. Ton système musculaire, congestion, etc., quand tu ressentais vraiment le pump, et le système nerveux, qui engendre la fatigue nerveuse, avec des grosses charges, des grosses intensités. Ça, ce profil, c'est un profil qui est 100% nerveux. C'est-à-dire qu'il récupère très vite du lourd. Il peut faire du lourd à toutes les séances, il va créer très peu de fatigue nerveuse, il va récupérer très vite et il peut enchaîner ça sur le très long terme. Là où une personne qui n'est pas du tout focus système nerveux, qui est plus focus système musculaire, on va y revenir dans les prochains profils, si tu lui fais faire ça, c'est le surentraînement direct. C'est je suis lessivé, je suis KO, énorme fatigue nerveuse, j'ai l'impression quand je me réveille le matin qu'un bus m'a roulé dessus. Tu vois cette sensation de fatigue nerveuse après un entraînement très lourd? Et bien ça c'est un profil qui le sent, qui le ressent très peu. Il peut enchaîner du lourd très régulièrement. Donc en fait c'est un profil qui va gagner du muscle en gagnant de la force, parce qu'il a une dominance en fibres de force, en fibres qu'on dit de type 2X, les fibres rapides. Ces entraînements sont donc focus sur des exercices polyarticulaires lourds avec des hauts RPE. Les RPE, je le rappelle, c'est une échelle de difficulté de ta série, une échelle d'intensité qui va de 1 à 10 et qui traduit du coup la difficulté de ta série. RPE 10, c'est-à-dire que vraiment la série, tu es au max de l'intensité, tu es à 100%, tu ne pouvais pas faire plus. RPE 9, tu es à 90% d'intensité. En général, c'est un concept qu'on utilise, mais qu'on croise, c'est un concept qu'on croise avec le RIR, Reps in Reserve, en gros le nombre de répétitions que tu as en réserve. RPE 10, tu n'as aucune répétition en réserve. Par exemple, je te demande de faire 4 reps à 100 kg au développé couché. Tu fais les 4 reps, mais la 5e, tu échoues. Tu es RPE 10 sur 4 reps. Par contre, si tu fais 4 reps, que tu reposes la barre, tu t'arrêtes, mais tu aurais pu en faire une 5e et tu aurais été à l'échec sur la 6e, ça veut dire donc que tu as arrêté ta série à une répétition avant l'échec, tu étais donc RPE 9 ou une répétition en réserve. Et ainsi de suite. RPE 8, 80% d'intensité, donc tu as à peu près 2 répétitions en réserve, etc. etc. Le dracofeu-dopamine, c'est un profil qui répond bien à l'excentrique lent. Il a besoin de ressentir la charge sur 3, 4, 5 secondes. Il a besoin de sentir cette tension musculaire, cette charge qui essaie de le broyer. Il répond bien aux pause rep, à l'isométrie. Donc lorsque je fais une pause au milieu, par exemple sur le bench, au milieu de ma barre, au milieu de ma série, je fais une pause et je repars. Et au départ rack. Départ rack, ça veut dire que je mets la barre, pour reprendre l'exemple du développé couché, mais ça marche pour tous les exercices. Je pose la barre sur les supports. Je perds du coup l'élasticité, donc je bloque pendant 2-3 secondes, je lâche les mains, je les remets, hop, boum, je pousse le plus fort possible. Je repose la barre, je n'utilise pas le rebond. Je pose la barre, hop, j'attends 1 ou 2 secondes, je perds justement ce qu'on appelle l'élasticité que j'ai emmagasinée dans la phase excentrique, et boum. Donc c'est vraiment du concentrique pur. Il a besoin de temps de repos long entre les séries, c'est le profil qui a besoin de plus longs temps de repos, parce que justement, des hautes intensités, des charges très lourdes. Donc forcément, un impact nerveux qui est important, donc des temps de repos qui sont importants. Et c'est un profil qui du coup a besoin de peu d'exercices d'assistance. Les exercices avec des charges un peu légères, où on ressent la congestion, etc., il en faut pour lui, mais très peu. C'est le profil qui en a le moins besoin. C'est des profils qui sont mauvais pour utiliser le rebond, pour utiliser ce qu'on appelle le momentum. Le momentum, c'est lorsque j'utilise par exemple sur un face pull, ce mouvement de va-et-vient. Sur un curl, pareil, de va-et-vient. Tout ça, c'est des choses que ce type de profil n'utilise pas. Lui, il a besoin vraiment de contrôler le mouvement, sentir le contrôle de la phase excentrique et boum, exploser dans la phase concentrique. Donc il est mauvais pour utiliser ce qu'on appelle la pliométrie. La pliométrie, c'est un régime de contraction où on enchaîne avec le plus court laps de temps possible la phase concentrique avec la phase excentrique. Donc concentrique, excentrique, boum, direct. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il n'est pas très bon. Il ne faut surtout pas qu'il ait un volume élevé. C'est le profil, parmi les 5 qu'on va voir ici dans cette vidéo, qui a le volume le plus faible. Parce que du coup, la fatigue nerveuse créée, de par la haute intensité et les hautes charges, fait que s'il fait du haut volume, c'est-à-dire plus de 4-5 exercices par séance, il est KO. Donc lui, il lui faut une haute fréquence d'entraînement. Il va à la salle 5-6 fois par semaine, mais des séances courtes. 45 minutes, 1 heure, 1h15 à la limite parce que les temps de repos sont un peu longs. 4-5 exos, terminé.
Et c'est un profil qui n'aime pas la variété. Lui, il préfère justement se voir progresser sur un exercice au fil des semaines, au fil des mois, au fil même des années. Les deux principales erreurs à éviter en deload pour ce type de profil, c'est 1. Réduire la fréquence d'entraînement. Donc on reste sur des fréquences d'entraînement importantes, même en deload. Et 2. Réduire l'intensité. Donc, c'est-à-dire le pourcentage du 1RM. C'est vrai que l'intensité en muscu, ça peut porter à confusion parce que certains vont parler d'intensité en termes de charge, donc c'est-à-dire en pourcentage du 1RM. Imaginons, pour prendre un exemple simple, j'ai 100 kg en max au développé couché. Mon 1RM, une répétition maximale, au bench, c'est 100 kg. Si je me mets à 90 kg, je suis donc à 90% de mon 1RM, je suis sur un pourcentage élevé de mon 1RM, pourcentage d'entraînement très élevé. Donc certains parlent d'intensité pour ça, parce que je suis haut en intensité, en pourcentage du 1RM. D'autres parlent d'intensité en termes de RPE. RPE 9, RPE 10, haute intensité. RPE 5, 6, 7, basse intensité ou intensité moyenne. Donc c'est vrai que ça porte à confusion parce que des fois, tu peux être à basse intensité en termes de pourcentage du 1RM. Pour reprendre l'exemple que j'ai cité, j'ai 100 kg au développé couché. Si je charge la barre à 60 kg, c'est pas intense, c'est pas lourd, on est d'accord, 60 kg, vu que je suis capable de faire ça. À 60 kg, si j'ai 100 kg en développé couché, je vais faire 15, 20, 30 répétitions, j'en sais rien, je vais en faire beaucoup. Donc l'intensité est basse. Mais imaginons, je vais à l'échec sur cette série. Je mets 60 kg, mais je vais à l'échec. Même s'il faut faire 50 reps, j'en fais 50. Je suis RPE 10. Donc haute intensité pour certains. C'est pour ça que des fois, il ne faut pas confondre les deux. Certains parlent d'intensité en pourcentage du RM, d'autres parlent d'intensité en RPE. Et en fait, des fois dans une série, tu peux avoir les deux qui sont élevés, tu peux avoir les deux qui sont faibles, ou tu peux avoir un qui est élevé et un qui est faible en fonction de ce que tu appelles intensité. Donc je referme la parenthèse, pour ces profils, il ne faut pas réduire l'intensité, pas réduire le pourcentage du 1RM. Par contre, on réduit la charge. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? En utilisant ce qu'on appelle des variantes d'exercices plus difficiles. Donc imaginons, tu fais un deadlift en prise mixte. Une main en pronation, une main en supination. C'est là où tu auras le plus de force. Imaginons que tu mets 200 kg. Maintenant, je te demande de te mettre en prise d'arraché, en haltérophilie. Donc, tu passes ton pouce à l'intérieur, ce qu'on appelle le hook, et tu te mets 2 fois la largeur d'épaule. Tu comprends bien que cette prise étant plus difficile, tu vas pouvoir charger moins. Donc, c'est une façon de deload par la charge. Le deuxième profil, c'est le Dracofeu acétylcholine. Donc, c'est le même grand type de profil. Il y a des caractéristiques qui sont vraiment semblables entre les deux frères jumeaux, mais ça se divise en deux. Un qui est un neurotransmetteur dominant dopamine et l'autre qui est un neurotransmetteur dominant acétylcholine. Donc ce profil, il est semblable au Dracofeu dopamine sur les points suivants. Il a une haute estime de lui, une haute confiance en lui, il est très compétitif, il est impatient, il est excellent sous pression et il aime prendre des risques. Donc ça, c'est les points de personnalité dans lesquels on retrouve les deux types de Dracofeu. Là où ils divergent, de par leur neurotransmetteur dominant qui est différent, c'est qu'en fait, le fait qu'il soit dominant en acétylcholine, ce neurotransmetteur, il est responsable de la curiosité et il est responsable de l'apprentissage moteur rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un profil qui veut constamment vivre de nouvelles expériences, tester de nouvelles choses. Il se lasse très vite. Et il a un apprentissage moteur facile, ça veut dire que lorsqu'il va découvrir par exemple à la salle un nouveau mouvement, il va l'intégrer très rapidement et très rapidement, même si c'est un exercice qui demande un niveau de technicité assez difficile, il va le maîtriser très rapidement, en tout cas beaucoup plus rapidement que les autres profils. Il est excellent en multitâche, ça aussi c'est dû à son haut niveau d'acétylcholine, et il est impatient parce que il aime justement découvrir de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences, donc il est impatient par nature. Si on devait résumer en 2 mots-clés ce profil, ça serait explosivité et variation, les deux dus à son haut niveau d'acétylcholine. Donc c'est un profil qui est, encore une fois, neurodominant, il n'est pas 100% nerveux comme son frère dopamine, mais c'est très proche, il est 80% nerveux et 20% musculaire. Ça veut dire qu'il aime la congestion, notamment en fin de séance, un peu plus que le dopamine, mais par contre, il lui faut quand même des charges lourdes et il lui faut quand même des hautes intensités, des hauts pourcentages du 1RM et des hauts RPE, intensité dans les deux sens du terme. Il recherche l'activation via le momentum, le réflexe d'étirement. Donc lui, justement, à la différence de son frère jumeau, il aime bien, tu vois, par exemple, sur un face pull, mettre des va-et-vient, sur un curl biceps, pareil. Alors tu vas me dire, oui, lorsque la série devient difficile, sur les dernières reps, il va tricher, comme tous les pratiquants de muscu. Enfin, en tout cas, beaucoup font comme ça. Sauf que lui, non. Dès le début, il a en lui cette envie, tu vois, d'accélérer la charge, de l'exploser, de mettre de la vitesse, même lorsqu'il n'est pas fatigué et que c'est la première répétition. Donc c'est à lui de se canaliser pour essayer de bien focus sur le mouvement. Mais naturellement, ils ont besoin justement de sentir la charge qui bouge vite, la vitesse, le momentum. Il répond bien aux charges dynamiques, aux élastiques, aux chaînes.
Alors là, pour t'expliquer, lorsque par exemple tu t'entraînes avec des élastiques, un Dracofeu de dopamine, lui, il va mettre une résistance d'élastique qui est très faible et il va mettre beaucoup de poids sur la barre. Le Dracofeu acétylcholine, son frère jumeau, ça va être l'inverse. Il va mettre un peu moins de charge sur la barre, même si c'est une charge quand même importante, mais il va mettre un élastique qui est plus résistant pour que justement, il sente plus l'accélération de la barre et que du coup, tu vois, il y a un rebond grâce à l'énergie emmagasinée par l'élastique qui est plus importante. C'est un petit détail, mais ça permet de comprendre un peu la différence entre les deux. Donc lui, il préfère l'accélération de la vitesse plutôt que la tension et la charge. Il est tourné vers les enchaînements d'exercices parce que, comme j'ai dit, du point de vue personnalité, il aime le multitâche. Si par exemple, il y a un profil qui est le plus apte à pouvoir travailler et regarder la télé ou écouter la musique en même temps, c'est bien lui. Donc ça, c'est d'un point de vue quotidien. Si on traduit ça au niveau de l'entraînement, c'est un profil qui aime bien enchaîner les exercices. Tout ce qui est biceps, triceps, c'est son truc. Au niveau du volume et de la structure, c'est un profil qui peut faire un peu plus d'exo que le profil dopamine, mais pas forcément plus en termes de série. C'est-à-dire que là où un Dracofeu dopamine, par exemple, il va faire 4 exercices de 4 séries, lui, il va faire par exemple 6 exercices de 3 séries. Donc il y a un peu plus de volume, 16 dans un cas, 18 dans l'autre, mais ça se joue surtout en fait en termes d'exercices. Il y a beaucoup plus d'exercices chez l'un que chez l'autre, mais au final, le volume est quasiment le même. Il aime changer sa façon de s'entraîner, ses exercices, ça lui donne une illusion de nouveauté. Donc la muscu, en fait, c'est un sport qui est assez rébarbatif. Les mêmes exercices, quasiment les mêmes séries. Les charges, elles augmentent un petit peu parce que tu prends de la force, mais au bout d'un moment, tu stagnes. Donc c'est assez redondant. Donc du coup, lui, vu que un de ses mots-clés, c'est la variation. À l'entraînement, comme dans la vie de tous les jours. Il a besoin que ça change. Donc quand il fait des biceps, des triceps, il a l'impression en fait, il y a aussi ce côté multitâche qui ressort. Il a l'impression de faire quelque chose de nouveau et d'être vraiment dans ce flow de je fais plein de choses en même temps. Ça, c'est quelque chose qu'il adore. Donc il déteste la monotonie, il a besoin justement de stimulation nerveuse variée. En termes de deload, un exemple de très bon deload pour ce genre de profil, c'est quelques jours. Donc là, j'ai mis 3 jours, mais ça peut être un peu plus, en fonction de la fatigue qui a été accumulée pendant le cycle. Mais 3-4 jours, par exemple, avec des mouvements explosifs sans charge additionnelle. Donc tout ce qui est fait à base de saut, à base de sprint, à base de jeté, à base de medicine ball, tout ce qui se fait au poids du corps ou avec des charges très faibles. Tout ce qui est pliométrie, tout ça c'est idéal pour lui, il va kiffer. Et au niveau de la diète, pour les Dracofeu, que ce soit dopamine ou acétylcholine, il y a quelques pièges à éviter. Ce sont des profils qui sont dopaminergiques, c'est-à-dire qui ont un haut niveau de dopamine. Donc évidemment, le Dracofeu dopamine, encore un peu plus que son homologue acétylcholine, mais même l'acétylcholine, il a des niveaux assez élevés en dopamine. Ce qui fait qu'il est bon sous pression, il aime les risques, il aime les intensités, les charges importantes. Ça veut dire que ce sont des profils qui sont sensibles au plaisir alimentaire. Ils aiment tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est salé. Donc ils ont un risque élevé de cercle vicieux lié justement à la dopamine et à la malbouffe. Quand tu manges gras, tu manges sucré, tu manges salé, ça libère encore plus de dopamine dans ton cerveau et tu peux tomber dans un cercle vicieux. C'est pour ça qu'on est là à scroller H24 sur les réseaux sociaux parce que ça libère de la dopamine et dès qu'on s'arrête, on a un drop de dopamine et le cerveau, il est en manque et il nous dit je veux de la dopamine, je veux de la dopamine, je veux de la dopamine. Et donc du coup, tu retournes sur les réseaux et tu as de nouveau de la dopamine et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est un profil qui au niveau de la nutrition, il faut faire attention au niveau de la malbouffe parce que quand ils sont partis, ça peut faire très mal. Et pour ceux qui m'ont suivi un peu sur Instagram là, ces derniers temps, je reviens d'un voyage aux États-Unis. Pendant 1 mois, j'ai fait cheat sur cheat. Parce que je suis comme ça. Moi, je suis un interrupteur. C'est soit tout, soit rien. Et c'est justement lié à ce problème de profil dopaminergique. Les profils Dracofeu sont également les plus à risque de subir un drop, une chute des taux de leptine. La leptine, pour faire simple, c'est l'hormone qui envoie un signal de satiété au cerveau. La leptine augmente la réponse à la dopamine par le cerveau. Donc si elle est trop basse, rien que de penser à de la bouffe, ton cerveau va libérer full dopamine. Et là, c'est le combat des enfers dans ton cerveau pour résister. Parce que justement, tu vas être orienté naturellement plus vers de la malbouffe. Quand tu as faim, surtout quand tu es fatigué et tout, à la flemme, tu vas plus t'orienter vers un McDo plutôt que des brocolis. Donc c'est pour ça que c'est pas facile. Donc pour ces profils-là, la baisse de la leptine est à éviter à tout prix. C'est pour ça que c'est des profils qui ont absolument besoin d'un apport plus régulier en glucides pour éviter ce drop de leptine. Mais paradoxalement, c'est là que c'est un peu compliqué, c'est des profils qui fonctionnent quand même plutôt bien en low carb, c'est-à-dire qu'en sèche, tu peux quand même les mettre relativement bas en glucides tant qu'ils sont suffisamment hauts en lipides. Pourquoi? Parce que le fait d'être en low carb, donc d'être bas en glucides, ça fait réduire ton taux de sérotonine qui est un neurotransmetteur inhibiteur. Et donc ça veut dire que les neurotransmetteurs activateurs, eux, comme la dopamine, l'acétylcholine, vont pouvoir davantage s'exprimer. Donc plus de motivation, plus de focus, plus de concentration, plus d'énergie.
Activateur accélère le signal électrique entre les neurones. J'ai plus d'énergie. Inhibiteur, sérotonine, GABA, ça veut dire que je ralentis, j'ai un retour au calme, j'ai moins d'énergie, je m'apaise. Donc moins de sérotonine parce que tu es en low carb, plus de dopamine, plus d'acétylcholine. Donc c'est bien. La seule grande différence entre les deux types de Dracofeu, c'est que le Dracofeu dopamine, lui, il répond super bien à des périodes de sèche très intenses, mais très courtes. 4-6 semaines. Et si c'est pas assez, tu fais 4-6 semaines, une semaine de maintenance, donc en maintien calorique, et de nouveau 4-6 semaines de diète intense en low carb. Et par contre, c'est des profils, du coup, comparés à l'acétylcholine, qui ont besoin d'un peu moins de lipides et qui montent plus haut en protéines. Un profil dopamine, il peut monter jusqu'à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps. L'inverse pour l'acétylcholine, il a besoin d'un peu plus de lipides que son frère dopamine, mais un peu moins de protéines. 2,5 grammes de protéines, ça lui suffit largement. On passe au profil Florizar. Il y a un Florizar acétylcholine et un Florizar glutamate. Donc Florizar acétylcholine, c'est quelqu'un qui est agréable, qui est ami avec tout le monde, qui aime plaire, qui déteste décevoir les gens. Il aime être adoré, adulé. C'est un caméléon social, ça veut dire qu'il est capable de modifier son comportement en fonction de la personne qui se trouve en face de lui, pour justement lui plaire. Il a une plus faible estime de lui au repos que les Dracofeu dopamine acétylcholine. Il est un peu paresseux, il est procrastinateur, mais il est très productif sous stress, dans le rush ou quand le sujet en question le passionne. Il veut bien s'entendre avec tout le monde. Ce que pensent les autres de lui est très important. Il déteste perdre la face ou décevoir quelqu'un, comme je disais, et il déteste être mis à part, être mis de côté. Un mot-clé qui le caractérise, on l'a vu, Florizar acétylcholine, ça veut dire qu'il est dominant en acétylcholine, et l'acétylcholine, elle est responsable de la volonté d'avoir toujours de la nouveauté. Donc le mot-clé qui caractérise bien ce profil, c'est variation. Donc c'est pour ça que le Dracofeu acétylcholine, les deux mots-clés c'était explosivité et variation. Variation, donc il a besoin de changer de programme toutes les 3-4 semaines max. Sinon, il s'ennuie, ça le saoule, il se démotive, il va plus à la salle. C'est un profil qui est 50% musculaire et 50% nerveux. Un peu de lourd sur du polyarticulaire en début de séance, un peu de congestion sur des mouvements d'isolation, sur machine ou sur poulie. Et ces deux systèmes-là, nerveux et musculaire, récupèrent individuellement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le profil qui peut encaisser le plus de volume parce que du coup, pour tomber en surentraînement, vu que les deux systèmes récupèrent individuellement, c'est quasiment impossible. Et donc du coup, c'est un profil qui ne nécessite pas forcément de deload pur parce que du coup, il récupère bien. Et c'est impossible de le mettre en surentraînement quasiment, à moins de le faire exprès. C'est un profil qui réagit bien aux méthodes qui sont nouvelles, qui sont ludiques, parce que justement, encore une fois, on retrouve cette idée de variation. Donc tout ce qui est entraînement avec chaîne, avec élastique, les specialty bars, donc toutes les barres qui sortent un peu du commun, le sled, donc le traîneau de puissance, le TRX, les Swiss Ball, Medicine Ball, etc., etc. Son frère jumeau, le Florizar glutamate, lui, donc on va retrouver encore une fois des traits communs, comme entre Dracofeu dopamine et acétylcholine. Là c'est pareil, c'est un même gros profil, le Florizar, qui se découpe en deux, acétylcholine dominant ou glutamate dominant. Donc c'est pour ça que des traits se recoupent. Il a une plus faible estime de lui, il est excellent à lire les personnes, c'est-à-dire qu'il comprend facilement les personnes, il arrive à se mettre à leur place, dans leur peau, et facilement discuter avec eux. Il cherche à plaire à tout prix, il veut éviter de décevoir les autres, il est meilleur dans une situation de one-to-one plutôt qu'en groupe, il est très émotif, donc il comprend bien les gens, il aime aider, il s'investit à fond avec ceux qui sont proches de lui, sa plus grande motivation c'est d'être aimé et respecté, il préfère s'en tenir aux activités qu'il connaît et aime, c'est le profil le plus à risque de craquer sous pression, lorsque par exemple il est en compétition, qu'il y a un haut niveau de stress, c'est le plus à même de craquer. Il aime le beau, il aime l'esthétique, il a une réponse négative à l'échec, il n'aime pas trop l'échec, et il tombe facilement amoureux. C'est les profils un peu amoureux de l'amour. Au niveau de l'entraînement, un mot-clé, connexion, sensation. Donc c'est un profil qui est quasiment 100% musculaire. L'inverse total du Dracofeu dopamine qui est 100% nerveux. Donc lui, toutes les méthodes qui sont focus, hypertrophie, mais dans le sens congestion, pump, haut volume, beaucoup de reps, où je sens vraiment mon muscle bosser, limite qui va exploser, il adore. C'est un profil donc qui adore la connexion cerveau-muscle, il a besoin vraiment de sentir son muscle travailler, son muscle sous tension, et c'est un profil qui réagit bien à toutes les méthodes en stress métabolique, donc il a besoin d'un haut volume. En gros, les deux principaux facteurs de l'hypertrophie, c'est 1, la tension mécanique, 2, le stress métabolique. Le stress métabolique, c'est lorsque tu vas faire du haut volume de répétition,
tu vas prendre des temps de repos courts, tu vas avoir une grosse congestion. Et la tension mécanique, c'est l'inverse, c'est des temps de repos plus longs, des charges plus lourdes sur des mouvements polyarticulaires. Les deux bossent en synergie pour justement maximiser les gains musculaires. À éviter et à limiter pour ce genre de profil, le travail nerveux. Vu que c'est un profil qui est 100% musculaire, il récupère très mal du travail nerveux, donc des charges lourdes avec des hautes intensités, sur des mouvements polyarticulaires, donc on descend rarement en dessous des 6 reps lorsqu'on fait de la force pour ce type de profil, et on ne dépasse pas 80-85% du 1RM, là où c'est quasiment le minimum pour un Dracofeu dopamine. Donc c'est vraiment les opposés extrêmes. Au niveau des temps de repos, du coup des temps de repos qui sont courts sur des méthodes de bodybuilding, des méthodes musculaires, pour justement venir oxyder la cellule, venir justement avoir un gros afflux sanguin et t'empêcher de récupérer pour que tu aies une plus grosse congestion. Et par contre, des temps de repos évidemment un peu plus longs sur les efforts neurologiques, parce que justement, comme il n'a pas l'habitude et il n'est pas fait pour des efforts qui sollicitent beaucoup le système nerveux, il lui faut quand même des temps de repos conséquents. En termes de nutrition, pour les profils Florizarre, il faut savoir qu'ils ont une fragilité commune, c'est que pour eux, la bouffe est perçue comme une récompense émotionnelle. Donc en gros, ils vont faire un gros entraînement, derrière ils vont taper 5 burgers. Je caricature, mais pour eux, les 5 burgers, ils les ont mérités parce qu'ils se sont entraînés dur. Et le problème, c'est que l'apport calorique des 5 burgers est plus important que ce qu'ils ont dépensé, de ce qu'ils ont perdu en calories à l'entraînement. Donc ça peut arriver rapidement à des dérives. Il faut faire attention à ce niveau-là. Ce sont les profils qui sont les plus à même de grignoter et faire des crises de boulimie, parce qu'encore une fois, la bouffe est pour eux une récompense. Pour qu'ils tiennent leur diète, ils ont besoin d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Il faut qu'ils prennent leur mensuration régulièrement, etc., etc. En fait, il faut les responsabiliser au maximum. C'est un profil qui a besoin de rendre des comptes, que ce soit à leur coach sportif, que ce soit à leur entourage. Il y en a certains aussi qui s'auto-responsabilisent en partageant leurs objectifs sur les réseaux. Parce que du coup, vu que c'est à la face de tout le monde sur Internet, c'est public, et bien du coup, avant de manger une part de gâteau, tu vas y réfléchir à 2 fois. Parce que tu sais que derrière, tu vas être susceptible de recevoir des critiques parce que tu n'as pas respecté ce sur quoi tu t'étais engagé. La principale différence entre les deux types de Florizarre, c'est que le Florizarre acétylcholine, c'est un profil qui est équilibré en répartition des macronutriments dans la journée. C'est pas un profil qui doit être en high carb ou en high fat. Il n'a pas besoin d'être haut en glucides, haut en lipides. C'est un profil justement que s'il consomme trop de glucides, surtout des aliments qui ont un bon goût pour lui, donc généralement des aliments raffinés, des aliments qui ont un index glycémique élevé, des aliments sucrés ou des aliments gras, il n'arrive plus à s'arrêter. Ce profil, en fait, il est très sensible au sucre et c'est le plus à même de devenir addict. Donc en matière de cheats, il faut si possible éviter les cheats qui sont trop sucrés car il aura du mal à s'arrêter et à reprendre sa diète, sauf évidemment s'il a des objectifs bien précis comme par exemple un shooting vidéo. Là, ça sera plus simple. Encore une fois, on en revient à cette notion de responsabilité. Il a une deadline, il a un truc à respecter, il a un événement spécifique, le shooting photo, et auquel cas c'est un peu plus simple pour lui, de revenir dans le droit chemin. Le Florizarre glutamate, lui, en fait, il faut savoir que par rapport à son frère acétylcholine, il est plus sensible à l'insuline. Donc pour eux, vu qu'il a une très bonne sensibilité à l'insuline, blinder les glucides avant et après l'entraînement, en termes de réponse hormonale, c'est le top. Les nutriments vont arriver directement dans les muscles, beaucoup plus facilement, et il y aura du coup moins de production de cortisol et tous les bénéfices qui s'en suivent. Et on finit avec le profil Tortank. Le profil Tortank, c'est un profil introverti, qui est stressé, qui est anxieux par nature. Il a besoin de suivre un plan, une routine, une roadmap. Il déteste prendre des risques, il préfère la sécurité plutôt que l'aventure, plutôt que la nouveauté. C'est un très bon observateur et un très bon accumulateur d'informations. Il regarde tout, il enregistre. Il n'aime pas révéler des infos sur lui, c'est plutôt un profil qui est timide, qui est réservé. Il a moins tendance à créer des liens sociaux, justement de par en fait cette timidité naturelle qu'il a. Il a un très bon focus et une très bonne concentration. Il fait très attention aux détails, à la précision. Et c'est un profil qui est très patient. À l'entraînement, si on devait résumer en un seul mot ce profil, c'est sécurité et contrôle. Donc ça va être un profil qui est très bon pour avoir une routine stable et sécurisante. Il a besoin de connaître les exercices, il a besoin de maîtriser les charges, de se sentir en sécurité. C'est un profil qui est légèrement plus musculaire que nerveux, même si dans les deux systèmes, musculaire et nerveux, il reste relativement faible. En fait, c'est des profils qui à la base ne sont pas attirés par la muscu, on en retrouve relativement peu en salle, parce que c'est des profils qui sont d'abord attirés par l'endurance. Ils sont faits pour des sports d'endurance. Pourquoi ils font de la muscu ? Parce qu'en fait, ils ont des objectifs physiques, ils savent que la muscu c'est le meilleur moyen de les atteindre, et aussi d'un point de vue santé, parce que la muscu c'est aussi très bon pour la santé. D'un point de vue système musculaire, système osseux, système cardiovasculaire aussi, ça le bosse un peu, donc c'est pour ça qu'ils font aussi de la muscu. Mais c'est des profils assez rares. Ils ont besoin d'une routine, avoir idéalement la même heure pour manger,
la même heure pour se coucher, faire les mêmes activités. C'est un profil qui répond bien au tempo lent, à l'isométrie, à tout ce qui permet de bien contrôler la barre. Par exemple, à chaque fois je reprends le même exemple, mais ça marche pour tout. Développé couché, je contrôle sur 3-4 secondes, je suis en maîtrise, je suis en contrôle. Il a besoin d'une structure simple, donc relativement peu d'exercices, mais beaucoup de séries par exercice. Parce que justement, plus tu fais de séries sur un exercice, plus tu te sens à l'aise, plus tu améliores ta technique, plus tu t'échauffes aussi. Donc c'est le profil qui a besoin de la montée en charge la plus progressive possible. Imaginons il a un squat à 100 kg, il va faire barre à vide, 20 kg, puis une barre à 40, puis une barre à 60, puis une barre à 80, puis une barre à 100. Et pour finir, il va avoir une progression peut-être un peu plus lente que les autres profils, mais une progression qui est stable. Ce qu'il faut éviter et limiter pour ce genre de profil, c'est d'avoir un trop gros volume et une trop grosse intensité. Sinon, il ne récupère pas. Parce que naturellement, du fait qu'il est stressé, qu'il est anxieux, il produit déjà beaucoup de cortisol. Et la muscu, avec des trop gros volumes, trop grosse intensité, encore plus de cortisol. Donc là, on a tout faux. En termes de variation d'entraînement, il faut qu'elle soit relativement peu fréquente. Donc on change relativement peu les exercices. Surtout les exercices polyarticulaires. On peut changer les exercices d'isolation, on peut s'amuser un petit peu. Mais voilà, avec parcimonie. Et en termes de récup, les temps de repos, il faut qu'ils soient suffisamment longs. Parce que justement, s'ils sont trop courts, ça augmente encore le stress. De toute façon, la règle numéro 1 pour ce profil, c'est réduire le cortisol, réduire tout ce qui peut avoir un trop gros stress sur lui. Au niveau de la diète, ce qu'il faut retenir pour les tortanks, c'est qu'il y a quelques fragilités hormonales. Déjà, c'est le profil qui enregistre le plus de skinny fat. Ce sont des profils de personnes qui sont assez peu musclées quand tu regardes leurs bras, quand tu regardes leurs cuisses, mais qui sont quand même gras en fait, qui stockent, notamment au niveau de la sangle abdominale, encore une fois parce qu'il y a beaucoup de récepteurs au cortisol à ce niveau-là. Première raison. Et parce qu'ils ont une désensibilisation, une dérégulation de l'insuline. C'est le profil qui est le plus à même d'avoir des comportements d'anorexiques en limitant leur nombre de calories. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont vivre des expériences très stressantes ou traumatisantes, ils perdent pied et ils ont l'impression que leur corps entier leur échappe. Et limiter leur apport calorique, c'est un moyen pour eux de reprendre le contrôle. La faim ne les contrôle pas, c'est eux qui contrôlent la faim. C'est pour ça que c'est aussi le profil qui est le plus à risque de comportements extrêmes, comme par exemple faire 8 heures de cardio, pour être sûr qu'ils sont en déficit calorique. J'ai brûlé beaucoup de calories, donc je suis sûr de perdre du poids. Alors qu'en fait, 8 heures de cardio, ça va créer trop de stress, encore plus de cortisol, et c'est un cercle vicieux. En gros, ce qu'ils se disent, c'est mon corps me dit d'arrêter, mais moi je dis à mon corps de continuer. C'est moi qui ai la maîtrise sur lui, je suis en sécurité, je suis en contrôle. C'est le profil qui a le plus besoin de glucides, mais il faut que ces glucides soient répartis en faible quantité tout au long de la journée. C'est-à-dire beaucoup de prises, 6 à 8 prises par jour de glucides, mais avec 20-25 grammes de glucides par jour, parce que ça permet justement de réduire le cortisol. C'est le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir justement du glucose dans le sang avant que ton corps relâche du cortisol. C'est un profil aussi qui a un taux de sérotonine faible, donc lorsqu'il est en low carb, lorsqu'il est bas en glucides, je l'ai dit tout à l'heure, ça va encore faire réduire la sérotonine, donc là ça va être à des niveaux trop bas, donc ça peut entraîner de la dépression, manque de motivation, encore plus d'anxiété, etc. Donc pour ce profil, les deux priorités, c'est de réduire le cortisol et de rétablir la sensibilité à l'insuline. Donc là maintenant, tu es peut-être en train de te dire, bon c'est bien beau cette histoire de profil dont il me parle là Alex, mais concrètement ça sert à quoi? Quel est l'intérêt? Donc déjà, comme je disais tout à l'heure en guise de préambule, on n'est jamais 100% d'un seul profil, on est une combinaison de plusieurs profils. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une capacité n'est pas utilisée, l'athlète, donc toi en l'occurrence, pratiquant de musculation, tu perds en motivation et tu as aussi une baisse de performance, de plaisir et de régularité. Soit tu vas plus à la salle parce que tu es démotivé, soit tu y vas moins, ou soit quand tu y vas, vu que le programme il te plaît moins, parce que il n'est pas 100% optimisé pour toi grâce au neurotype, du coup tu vas mettre moins d'intensité, tu vas mettre moins d'entrain, tu vas moins te dépasser. Donc inéluctablement, tu vas progresser moins vite. C'est pour ça que moi je fais passer à mes élèves un QCM précis pour évaluer leurs neurotransmetteurs. Donc j'ai créé encore une fois mon propre QCM à partir de mon expérience de coach et à partir de ma formation, le séminaire privé que j'ai fait sur le neurotyping. J'ai cumulé les deux pour en faire le meilleur questionnaire possible. Je l'envoie à tous mes élèves que j'ai en coaching. Je détermine avec précision leur neurotype et ensuite on envoie un programme personnalisé, une diète personnalisée. Si jamais tu as encore des doutes, je t'invite à aller voir mes stories à la une sur Instagram. Tous les retours que j'ai de mes élèves depuis que je coach. Quand tu reçois ce genre de retour, tu te dis tu fais pas ça pour rien. C'est donnant-donnant aussi. Les mecs qui se donnent à fond, ou les meufs évidemment, ça paye les résultats. Derrière, moi j'ai des retours comme ça. Un retour comme ça me fait ma journée. Donc maintenant que tu connais ton neurotype, il faut créer ton programme d'entraînement et le faire évoluer dans le temps, ce qu'on appelle la programmation d'entraînement et la périodisation d'entraînement. Je fais évoluer de période en période, de cycle en cycle.
Donc il y a 3 grands cycles dans un macrocycle. Un macrocycle en préparation physique, c'est un cycle qui dure 3 mois, qui dure 12 semaines, à peu près. Ça peut être légèrement plus, légèrement moins. En général, il se découpe en 2 ou 3 mésocycles. Le mésocycle d'accumulation, c'est un cycle qui va durer entre 4 et 8 semaines selon le niveau. Lorsqu'on est débutant, lorsqu'on découvre de nouveaux exercices, il faut prendre le temps. Donc là, on va aller chercher du 6, 7, 8 semaines. Lorsqu'on a un niveau plus avancé, qu'on connaît un peu tous les exercices, qu'on les maîtrise, qu'on les pratique depuis un certain moment, 4-5 semaines, ça suffit largement. C'est un cycle du coup qui permet de préparer le corps pour la suite. Tu vas découvrir probablement de nouveaux exercices. En tout cas, si tu veux en intégrer de nouveaux dans ta prog, c'est à ce moment-là. C'est là donc que tu vas travailler ta technique, ce qu'on appelle l'apprentissage moteur. C'est le cycle où tu vas avoir le plus gros volume d'entraînement et les intensités les plus faibles. Donc intensité faible ou moyenne, profil Tortank par exemple, ou Florizard, ou intensité modérée, moyenne ou élevée, profil Dracofeu. Encore une fois, on en revient au neurotype. Ensuite, tu passes en cycle d'intensification. Donc là, en fait, l'intensification, comme son nom l'indique, tu vas intensifier, tu vas augmenter l'intensité. Donc avec des charges plus élevées, des plus hauts pourcentages de RM et des plus hauts RPE. Ça va permettre en fait de travailler ton système nerveux, de créer des adaptations nerveuses, ce qu'on appelle les unités motrices. Il faut voir ça en fait comme des curseurs. Si le volume est là, l'intensité ne peut pas être là, sinon tu vas être en surentraînement. Donc ça, c'est ta ligne de base. Tu veux jouer sur l'intensité, tu veux jouer sur le volume? Ok, l'intensité est là. Tu veux jouer sur l'intensité? Le volume est là. C'est pour ça qu'un Florizard, volume, intensité. Dracofeu dopamine, intensité, volume. Si tu es ici ou si tu es ici, c'est pas bon. Pas assez de fatigue, trop de fatigue. Donc, en intensification, le volume est plus faible qu'en accumulation. L'intensité est moyenne ou élevée ou très élevée selon le profil et on ne rajoute surtout pas de nouveaux mouvements. Pourquoi? La raison est très simple. Lorsqu'on intègre un nouveau mouvement, il faut un temps d'adaptation, il faut un apprentissage moteur. Et comme on a déjà une intensité qui est élevée, ça crée déjà beaucoup de fatigue nerveuse. Donc on ne va pas rajouter de la nouveauté qui créerait encore plus de fatigue. Et le dernier mésocycle, c'est un mésocycle de transition. Donc c'est un mésocycle qui n'est pas obligatoire. En fait, en réalité, il y a 2 choix qui s'offrent à toi. Le choix numéro 1, c'est tu fais un cycle d'accumulation de 6-7 semaines, un cycle d'intensification de 4 semaines, et tu vas venir deload à la fin de l'intensification. Vu qu'on avait des intensités très élevées, on va venir deload pour récupérer de la fatigue nerveuse qui a été accumulée. Et auquel cas, tu es déjà sur 12 semaines, entre 11 et 13 on va dire, tu as fait ton macrocycle, donc il n'y a pas de cycle de transition, tu n'en as pas besoin. Ou alors, tu peux faire un cycle d'accumulation plus court, 4-5 semaines, tu fais une intensification qui est aussi un peu plus courte, en fonction de ton profil nerveux aussi, peut-être que l'intensification, qu'on peut appeler un cycle de force, même si ce n'est pas exactement un cycle de force, de 2-4 semaines, parce que tu es moins fait pour la force qu'un Dracofeu par exemple. Donc du coup, tu fais un truc plus court, 2 à 4 semaines. Et là, tu vas venir faire un cycle de transition, avant de repartir ton prochain macrocycle, de 2-3 semaines, dont une semaine de deload. Et je te mets à l'écran un petit tableau en fait de recommandations générales en fonction des profils, de la façon dont il faut s'entraîner, en termes de volume, de nombre d'exercices par séance, la fréquence d'entraînement, le temps sous tension optimale, etc. Je ne dis pas que si par exemple demain un profil Dracofeu vient me voir, je lui fais exactement ce qu'il y a dans ce tableau. Des fois, de par mon expérience, de par le retour que je vais avoir sur WhatsApp avec mon élève, je vais un petit peu faire varier ce que tu vas voir là. Mais c'est déjà un énorme repère et c'est une très très bonne base de suivre ce que je t'ai mis à l'écran. Des fois, on peut sortir des sentiers battus, mais globalement, on reste 80% du temps sur ce genre de choses. Ok, une bonne chose de faite. On a fini la partie entraînement, maintenant on passe à la partie nutrition. Donc la première étape, lorsque tu bâtis ton plan alimentaire adapté à tes objectifs, c'est de déterminer ce qu'on appelle ta DEJ, dépense énergétique journalière. La DEJ, elle se calcule de la sorte, c'est MB fois NAP. Métabolisme de base, MB, le nombre de calories que tu brûles au repos. Si demain, par exemple, toute la journée tu es alité et tu ne peux plus bouger, ton corps il ne va pas mourir. On est d'accord. Et pour survivre, il faut qu'il fonctionne à travers le renouvellement cellulaire, à travers la respiration, etc., etc. Et tout ça, ça brûle des calories. Et tu multiplies ce métabolisme de base par ce qu'on appelle le niveau d'activité physique. Le niveau d'activité physique, c'est ton train-train quotidien. Est-ce que tu travailles devant un bureau toute la journée ou est-ce que tu travailles dans le BTP? Tu comprends bien que tu travailles dans le BTP, tu vas brûler plus de calories qu'un mec qui est toute la journée devant son bureau, devant son ordinateur. C'est tout ce qu'on appelle le NEAT, N-E-A-T. Faire les courses, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, faire le ménage, s'occuper des enfants, marcher
d'un point A à un point B parce que tu dois te déplacer pour tel ou tel truc. Tout ça, ça brûle des calories, ton train-train quotidien. Le sport que tu fais, évidemment, hein, la muscu, ça compte aussi. Hein. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle le niveau d'activité physique. Une fois que tu connais ta DEJ, par exemple, on va dire 3000 calories, pour prendre un chiffre simple, ça veut dire que si tu manges 3000 calories, théoriquement, c'est tes calories de maintien. C'est-à-dire que si tu manges ça, tu ne vas pas prendre et tu ne vas pas perdre de poids. Donc si tu veux prendre de la masse, il faut être en léger surplus calorique, il faut manger légèrement plus. Donc tu vas tester 3002, 3300 calories. Si tu veux perdre du poids, il faut être en déficit calorique, donc il faut manger légèrement moins. Tu vas tester 2700, 2600 calories. Et tu vois si tu perds ou si tu prends du poids. Si imaginons, en fait, tu as calculé 3000 calories, tu te mets à 3002 en prise de masse, tu vois que tu ne prends pas de poids au bout d'une semaine, ça veut dire qu'en fait finalement tu n'étais peut-être pas à 3000 calories en maintien, tu étais plutôt à 3002, et donc du coup au lieu d'être à 3002 en prise de masse, tu seras à 3004. Tu testes à 3004, tu vois que tu prends du poids, ok nickel, c'est parfait, tu as trouvé ton léger surplus calorique. Pour calculer le métabolisme de base, c'est très simple, il suffit de te rendre sur internet, il y a plein de calculateurs, tu tapes sur Google métabolisme de base calcul, et tu vas pouvoir le calculer très facilement et gratuitement. Pour estimer maintenant le niveau d'activité physique, et je dis bien estimer, parce que c'est pas facile de savoir avec précision, c'est pas comme le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est un calcul qui est quand même assez précis, même si évidemment il dépend de ta masse musculaire, et tu sais pas exactement combien tu as de masse musculaire, mais tu peux à peu près l'estimer. Par contre, le niveau d'activité physique, lui, c'est un peu plus compliqué. En gros, c'est des chiffres, enfin c'est un chiffre, entre 1 et 2. Donc si tu es sédentaire, par exemple tu as un métier de bureau et tu ne fais pas de sport, 1,1, 1,2. Si tu es inactif, c'est-à-dire que tu as un métier de bureau, tu fais peut-être une séance de sport par semaine, tu fais 5000, 7000 pas par jour, tu es inactif, grosso modo, 1,3, 1,4. Si tu as une activité moyenne, tu fais 3-4 séances de muscu par semaine par exemple, 1,5, 1,6. Si tu as une activité importante, tu fais 5-6 séances de muscu par semaine et ou tu as un métier physique, 1,7, 1,8. Et maintenant, dans de rares cas, il y a des personnes qui ont une activité physique très importante, par exemple les sportifs de haut niveau, qui font 4-5 heures de sport par jour, ou des gens qui font un peu de muscu, et en plus de ça, ils ont un métier très physique. Donc entre le sport et leur train-train quotidien, cette valeur, elle est égale à 2, voire plus. Donc maintenant qu'on sait ça, il y a deux cas de figure possibles. Soit objectif numéro 1, tu veux prendre de la masse, soit objectif numéro 2, tu veux sécher, tu veux perdre du poids. Donc on commence avec la prise de masse. En termes d'apport nutritionnel, en protéines, on va viser 1,7 2,2 g de prot par kilo de poids de corps, lipides 1 à 1,5 g et glucides le reste pour atteindre le total calorique visé. Pour rappel, 1 g de protéines et de glucides est égal à 4 calories, 1 g de lipides est égal à 9 calories. Donc on va voir tout de suite un exemple avec une personne qui aurait par exemple un métabolisme de base de 1750 calories et un niveau d'activité physique estimé de 1,4. Ça veut dire que sa dépense énergétique journalière, qui est égale au métabolisme de base fois le niveau d'activité physique, est à 2450 calories. Imaginons que cette personne fait 4 repas par jour. Petit déjeuner, déjeuner, collation dans l'après-midi et le dîner le soir. Donc on va faire un test de 7 à 10 jours avec une première diète à par exemple 2700 calories. Parce qu'il lui faut 2450 calories pour être en maintien. Donc pour être en prise de masse léger surplus calorique, 200-300 calories en plus, on teste à 2007. C'est cohérent. Si elle voit qu'elle perd du poids ou qu'elle n'en prend pas, ça veut dire que donc, elle est trop basse en calories. Donc on va faire un nouveau test à 2900. Pareil, on teste 7 à 10 jours. Est-ce que j'ai pris un tout petit peu de poids? Oui, ok c'est bon. Est-ce que j'en ai toujours pas pris, voire même j'en ai perdu? Il faut que j'augmente encore. Et là, au bout de quelques temps, au bout de quelques semaines, tu sauras exactement à quel niveau de calories il faut que tu te situes. Inversement, si cette personne elle prend du poids à 2700 calories, donc quand je dis prendre du poids, c'est plus de 600-800 grammes en une semaine. Ça veut dire que la prise de masse va trop vite. On prend beaucoup plus de gras que ce qu'on prend en muscle, donc c'est pas bon. Donc là, on va faire un nouveau test à 2300 calories. Est-ce que du coup, au lieu de prendre 600, 700, 800 grammes par semaine, est-ce que je prends plutôt 400, 500 grammes? Oui? Ok. Donc là, la prise de masse est propre, on est bon. Donc pour la gestion des macros, imaginons que cette personne a besoin de 2600 calories. En termes de protéines, on va viser, comme j'ai dit, entre 1,7 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. On prend la moyenne 2 pour faire des calculs simples. Donc 2 fois le poids du corps, ça fait 140 grammes. Imaginons que cette personne fait 70 kg. Donc 140 grammes, on sait que 1 gramme de protéines, comme j'ai dit tout à l'heure, est égal à 4 calories. Ça veut dire qu'elle va avoir 560 calories dans sa diète issue des protéines. On fait la même chose avec les lipides. 1 à 1,5 g, je prends à peu près la moyenne, 1,2. 1,2 fois son poids du corps. 1,2 fois 70, 84 grammes. 1 g de lipides égale à 9 calories, donc 84 fois 9,
756 calories issues des lipides. Et du coup, les glucides, j'ai dit que c'était le total calorique visé, donc dans l'exemple que je viens de citer, 2600 calories, moins l'apport calorique des protéines et l'apport calorique des lipides. Donc 2600 moins 756 moins 560, ça fait 1284 calories qui doivent provenir des glucides. Donc 1284 divisé par 4, ça fait 321 grammes. Cette personne aura besoin de consommer 321 grammes de glucides par jour. Donc évidemment, tout ça, c'est réparti en fonction du nombre de repas qu'elle fait. Là, on a mis 4 repas, donc il faudra diviser 140 grammes de protes, 84 grammes de lipides et 321 grammes de glucides par 4 repas. Si ça avait été 5, ça aurait été 5 repas. Et par repas, évidemment, j'entends les repas de base, petit déjeuner, déjeuner, dîner, mais aussi les collations que tu peux intégrer le matin, l'après-midi ou le soir avant de dormir. Et là, je te saupoudre tout ça façon BodyFit, je te rajoute encore des petits tips, parce qu'il n'y en a pas assez dans cette vidéo, il n'y a pas assez de valeur, je trouve. Le ratio cru-cuit. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de cuisiner à l'avance, ce qu'on appelle le batch cooking. Donc quand tu vas cuisiner, par exemple, le dimanche, tu vas essayer de cuisiner pour le lundi, le mardi et le mercredi. Et le mercredi, tu prends ton après-midi, ou si tu n'as pas ton après-midi, tu prends ta soirée, pour passer 1 heure en cuisine comme tu as fait le dimanche juste avant, pour cuisiner pour jeudi, vendredi. Et ensuite, le samedi, dimanche, c'est le week-end, tu peux cuisiner au moment venu. C'est l'heure du déjeuner, je cuisine pour le déjeuner. Mais quand tu es au travail, malheureusement, le midi, au lieu de manger à la cantine, ou parce que tu ne peux pas rentrer chez toi, au lieu de manger un sandwich sur le pouce, tu as pris tes gamelles à l'avance, tu as tout préparé, tu as tout anticipé. Donc du coup, ça veut dire que quand tu vas faire cuire ton riz, tu vas mettre ça dans un tupperware, et quand tu vas sortir le riz du frigo, tu vas dire « Ah mince, moi j'avais besoin de 100 grammes de riz cru. » Donc combien ça fait en cuit? C'est pour ça que tu as besoin de connaître les ratios, les équivalences. Donc le riz, il faut savoir qu'il fait à peu près x3 à la cuisson. Donc 100 grammes de riz cru, tu retournes ton étiquette, la valeur est toujours affichée crue sur l'étiquette. Il y a marqué normalement 77 grammes. Ça veut dire que 100 grammes de riz cru te fournit 77 grammes de glucides. Mais en cuit, ça fait combien? Eh bien, ça fait à peu près 300 grammes. Les pâtes, ça fait à peu près 2,25 fois le poids de base en cuisson, lorsque justement l'eau vient s'accumuler dans l'aliment. Pommes de terre, patates douces, là ça dépend du type de cuisson. Si c'est au air fryer, ça va diminuer en termes de poids. Si c'est à la vapeur, enfin si c'est dans de l'eau, ça va augmenter évidemment. Donc là c'est à toi de faire tes calculs. Parce que les calculs, quand tu fais cuire à l'eau, je les ai plus de tête. J'ai juste au air fryer, parce que moi je suis acheté un air fryer, c'est la révélation. Quinoa, il fait x3,5. Le poulet, il fait x0,7, il perd 30% d'eau. Et le bœuf, il perd 10% d'eau, donc x0,9. On passe à mes meilleures astuces et conseils en prise de masse, donc léger surplus calorique, on ne prend pas du poids trop rapidement. On ne dépasse pas les 15% de masse grasse, donc ça pour l'estimer à peu près à l'œil, c'est lorsque tu vois une fin d'abdos visible. Fin d'abdos visible, c'est-à-dire que lorsque tu contractes, tu vois une fin d'abdos, ok t'es bon, faut pas monter plus haut. Tu vois plus tes abdos, t'es trop haut, t'as dépassé les 15%. Lorsque tu dépasses les 15%, ta testostérone chute, la sèche sera plus longue derrière, parce que tu auras plus de poids, plus de kilos à perdre. Tu vas créer ce qu'on appelle des adipocytes, c'est les cellules graisseuses dans ton corps. Et ces cellules graisseuses, une fois qu'elles sont construites, elles ne disparaissent jamais. Lorsque tu vas sécher, elles vont dégonfler, mais lorsque tu vas reprendre une diète un peu plus calorique, elles vont regonfler beaucoup plus vite que si tu ne les avais pas créées en faisant une prise de masse ratée. Il faut privilégier des aliments bruts non transformés. La tension mécanique a toujours des effets supérieurs au stress métabolique. J'ai dit tout à l'heure que les deux étaient importants pour l'hypertrophie, mais la tension mécanique a un peu plus d'effet et d'intérêt sur la croissance musculaire que le stress métabolique. En fait, le stress métabolique, c'est un peu comme du terreau pour la tension mécanique. La tension mécanique, elle fait son taf, mais lorsque tu l'arroses et que tu rajoutes un peu de terreau, ça décuple ses effets. Il faut viser un temps sous tension de 30 secondes à 90 secondes. Ça peut être légèrement moins lorsqu'on fait de la force, mais voilà grosso modo la règle de base. Seules les 6 dernières répétitions avant l'échec comptent vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, une série où tu t'arrêtes moins de RPE4, donc tu as plus que 6 reps en réserve, ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller tout le temps à l'échec. Ça veut juste dire que les 6 dernières répétitions les plus proches de l'échec comptent réellement pour la croissance musculaire. La fréquence d'entraînement est supérieure au volume par séance. C'est-à-dire qu'imaginons que tu as un retard pour les pecs, tu veux prendre des pecs, tu veux faire 20 séries par semaine, et bien il vaut mieux faire 2 séances dans la semaine avec 10 séries par séance qu'une seule séance où tu fais 20 séries. Tout simplement. Parce que ta synthèse protéique sera toujours au top, ce qui favorise la croissance musculaire. Il faut essayer de faire une surcharge progressive, c'est-à-dire essayer d'augmenter autant que faire se peut la charge au fil des semaines ou au fil des cycles du moins. Il faut privilégier l'amplitude la plus complète parce qu'on sait que le muscle le plus étiré est le muscle le plus recruté. Donc tu auras toujours intérêt à aller chercher l'amplitude la plus complète en butée articulaire. Il faut gérer la fatigue nerveuse, donc pour ça, il faut bien programmer l'entraînement,
Faire des deloads et savoir s'écouter. Si tu te réveilles fatigué, un jour, 2 jours, 3 jours d'affilée, ok, peut-être faut se reposer. C'est un signe. Et il faut, en tout cas moi je le conseille, de raisonner en bloc et pas par semaine. C'est-à-dire que demain tu vas faire 5 entraînements dans la semaine, tu vas te faire une programmation d'entraînement, une prog à base de 5 séances. C'est pas grave si tu débordes sur un 8e jour. C'est pas grave si tu débordes sur le lundi de la semaine d'après. Ton corps il se dit pas, oh ben non, moi j'arrête de progresser, on a débordé sur la semaine suivante, c'est pas bon. Non, lui il s'en fout. Lui ce qu'il veut c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, survivre au stress que tu vas lui imposer. Le stress de manière générale. Et l'entraînement, c'est un stress. Donc, on raisonne par bloc. Ça ne veut pas dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fréquence d'entraînement est importante. Si tu peux t'entraîner que 3 fois par semaine, tu ne fais pas une prog avec 6 séances par semaine. Parce que sinon, ça veut dire que chaque séance, il te faudra 15 jours pour la faire. Et là, la fréquence d'entraînement sera trop faible pour la croissance musculaire. On n'est pas bon. Mais tu peux déborder des fois sur un 8e, un 9e jour. Ça ne pose pas de problème. On appelle ça raisonner par bloc d'entraînement et pas par semaine calendaire. Les erreurs à éviter donc, c'est de monter trop en prise de masse, comme je l'ai dit tout à l'heure, sinon tu fais que du gras et tu finis comme une vache. Pas d'échec musculaire sur les exercices polyarticulaires parce que ça crée trop de fatigue nerveuse et ça peut être trop risqué. Tu es tout seul sur un bench, tu vas à l'échec, tu te coinces sous la barre, tu es un peu dans la merde. Donc voilà, on ne va pas à l'échec sur les mouvements polyarticulaires, on va proche de l'échec parce que seules les 6 dernières répétitions avant l'échec comptent vraiment, mais on n'atteint pas l'échec. RPE 8, RPE 9, voilà. À la limite, à l'échec, si tu as un profil drac au feu, sur la dernière série de ton exercice polyarticulaire, tu as quelqu'un pour te spotter, ou par exemple, si c'est aux haltères, tu sais que tu peux lâcher les haltères, pourquoi pas, mais pas à toutes les séries. Par contre, on va à l'échec sur les mouvements d'isolation, les mouvements, les méthodes en stress métabolique. Là où tu n'as aucun risque, ton cardio ne rentre pas en jeu, ta stabilité ne rentre pas en jeu, ta sécurité ne rentre pas en jeu, donc tout ce qui est sur poulie, sur machine. On s'entraîne maximum 3 jours consécutifs pour au moins un jour de repos. On en revient à ce qu'on appelait tout à l'heure le phénomène de surcompensation. On oublie le more is better. En fait, il faut s'entraîner avec le plus bas volume possible. Si avec 10 séries par groupe musculaire par semaine, tu progresses, arrête-toi à 10 séries. Pourquoi tu veux monter à 20 ? Tu es à 10 et tant que tu progresses, tu restes à 10. Par contre, dès que tu commences à stagner, tu passeras à 12, à 14, à 16 et au moins tu as tous ces paliers qui te permettront de progresser. Si tu commences direct à 20 et que tu commences tôt ou tard à stagner, parce que c'est normal, il va falloir au bout d'un moment augmenter, mais tu vas faire comment ? Tu vas passer à 22, à 24 ? Tu fais une séance de 3 heures ? Trop de cortisol ? Séance trop longue ? Tu peux pas. Donc on augmente toujours de la manière la plus progressive possible. Et c'est pareil pour tout, même pour la diète. On augmente progressivement les cales ou on les diminue progressivement. Donc on oublie le more is better, on oublie le no pain no gain. Et enfin, on n'oublie pas justement, là voilà, faut pas négliger le cardio d'un point de vue de la santé. Ton système cardiovasculaire, c'est hyper important. On fait de la muscu parce qu'on veut être beau sur la plage, ok, ou pour toute autre raison, hein. Qu'importe la raison, tout objectif est noble, mais on fait aussi de la muscu pour être en bonne santé. C'est pour ça qu'on oublie les produits dopants, on oublie les entraînements qui se font faire les pecs 3 fois par semaine et pas de dos. Hop, je crée un déséquilibre, posture penchée en avant, je peux me blesser. Non, tout ça on oublie. Donc on fait du cardio pour la santé et pour avoir plus de performance à la salle parce qu'en gros, tu vas avoir un meilleur afflux sanguin. On travaille les abdos, encore une fois, pareil, une approche prophylaxique. Tous mes programmes d'entraînement que je fais à mes élèves et que je me fais moi-même, prendre de la masse, prendre de la force, être beau, esthétique. Mais il y a aussi un point de vue optimisation de la force, donc des ratios de force, optimisation aussi d'un point de vue santé, prophylaxie. Demain, j'ai pas envie de me blesser. Ça fait presque 12 ans que je fais de la muscu. En septembre, là, 2025, ça fera 12 ans. Je me suis jamais blessé parce que mes entraînements sont construits intelligemment. Et les abdos en font partie. Avoir une bonne sangle abdominale, les abdos et le carré des lombes, hein, derrière le bas du dos, c'est le pont entre le haut et le bas du corps. Donc tu as un meilleur transfert de force et tu as moins de risque de blessure parce que tu es plus stable. Et du coup, souvent les gens se blessent en bas du dos parce qu'ils ont un manque de force dans le fessier. Ils sont trop raides, ils ne s'étirent pas assez, ils ne boivent pas assez, ils adoptent des mauvaises postures au quotidien et ils sont faibles en abdos. Si tu as un déficit de force aux abdos, c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu te blesses au dos. Donc très important. Et on n'oublie pas évidemment de bosser les muscles qui sont a priori un peu chiants. Les mollets, l'arrière d'épaule, les avant-bras, ça peut créer des déséquilibres esthétiques et c'est pas beau. Et c'est dur à rattraper. Et on finit avec le deuxième grand objectif possible en musculation, la sèche. Donc la sèche, en fait, son objectif, c'est de venir révéler la masse musculaire que tu as acquise lorsque tu étais en prise de masse. En prise de masse, tu fais de la viande et ensuite tu sèches pour voir ce qui se cache là-dessous. Ce qui se cache sous la pellicule de gras, aussi infime soit-elle, même si tu fais une prise de masse contrôlée, tu crées du gras.
Et donc du coup, on voit ce qui se cache là-dessous. Il y a quelques kilos à perdre pour venir te découper. Donc la sèche, elle est utile uniquement quand préalablement, tu as construit du muscle pendant plusieurs mois ou plusieurs années à la salle. Sécher, c'est un peu comme meubler une maison. Tu vas pas meubler une maison qui n'est pas construite. Donc d'abord, tu fais les fondations, la prise de masse, et ensuite, tu fais la décoration de ta maison et l'ameublement, la sèche. La seule raison qui peut justifier de partir en sèche avant de partir en prise de masse, c'est si tu es trop gras. Pour ce cas de figure-là, il faut absolument partir en sèche d'abord. On perd le gras, et ensuite on peut partir sur une prise de masse contrôlée une fois qu'on a retrouvé un pourcentage de masse grasse qui est correct, à savoir aux alentours des 10 à 13%. Une des méthodes les plus simples et les plus efficaces qui a fait ses preuves pour sécher, c'est celle que je vais te présenter ici. Évidemment, ce n'est pas la seule, mais celle-ci fonctionne à coup sûr et c'est relativement simple à comprendre. C'est une sèche en 3 phases. Phase 1, 7 semaines. Phase 2, 4 semaines, 8 à 11. Phase 3, 1 semaine. À peu près. Encore une fois, ça peut dépendre de chacun. Et du nombre de kilos que tu as à perdre. Si tu as 5-6 kilos à perdre parce que ta prise de masse était contrôlée, ou si tu en as le double parce que tu as raté ta prise de masse, tu comprends bien que la durée ne sera pas la même. Phase 1, baisse linéaire et progressive des calories. Donc on commence par un déficit modéré. Tu prends ta diète de prise de masse contrôlée évidemment, tu n'as pas fait n'importe quoi, parce que tu as suivi mes conseils dans cette vidéo. Tu baisses de 10% les glucides. Et ensuite, à partir de là, tu vas faire une alternance où chaque semaine, soit tu vas diminuer un peu les calories, à peu près à chaque fois de 10% les glucides, tu diminues aussi un tout petit peu les lipides, parce que c'est quand même le macronutriment le plus important pour le cerveau, pour les niveaux de testostérone, pour la libido, pour plein de choses, pour le fonctionnement hormonal. Donc très important de garder quand même suffisamment de lipides. On ne descend jamais en dessous de 0,6-0,7 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Tu augmentes un peu les protes, parce que justement c'est bâtisseur de muscles. Ça va t'éviter de perdre trop de muscles, parce que quand tu es en sèche, tu as un déficit calorique, donc tu dégrades forcément un peu de tissu musculaire. Mais pour en perdre le moins possible du muscle, et favoriser justement la perte de gras, tu vas augmenter les protéines. Surtout qu'en plus les protéines, c'est ce qui va te permettre d'être un peu plus calé. Ça augmente le sentiment de satiété. Donc, 1 semaine sur 2, tu baisses la diète. Et l'autre semaine, tu baisses pas la diète, mais tu augmentes un petit peu. Là, j'ai mis le cardio, mais l'activité physique de manière générale. Et la semaine d'après, le cardio ou l'activité physique, le niveau d'activité physique canapé reste le même, mais on diminue la diète. Semaine encore d'après, la diète reste pareille, mais on essaie d'augmenter un petit peu le cardio. Et ainsi de suite. On bosse comme ça en chaîne croisée. À ce moment-là de la sèche, les cheat meals sont encore autorisés. Tu peux te permettre de faire un cheat par semaine, ça ne devrait pas poser de problème. Et au niveau de la stratégie de l'entraînement, on essaie de faire un tout petit peu moins de volume pour préserver les réserves de glycogène, parce que vu qu'on réduit les glucides, on a moins de réserves en glycogène, les réserves en glucides intramusculaires. Donc ça s'épuise plus vite lorsqu'on les utilise à l'entraînement. Et donc du coup, on fait moins de volume pour ne pas venir les épuiser. Et ça permet aussi de réduire un peu, vu qu'on réduit le volume, l'impact sur le système nerveux. Trop de volume, ça peut conduire au surentraînement, encore plus du coup en sèche. Par contre, on maintient la même intensité et les mêmes charges. On s'échauffe bien, c'est important. Le corps subit un stress de par le déficit calorique, on s'échauffe plus que d'habitude, mais on maintient les mêmes charges ou la même intensité. On passe ensuite à la phase 2 qu'on appelle la diète cyclique, ou ça s'appelle aussi un cycle glucidique. Ça veut dire qu'on va avoir des jours hauts en glucides et des jours bas en glucides. Les jours hauts, on aura 2 grammes de glucides par kilo de poids de corps, les jours bas, seulement 1 gramme. Et les glucides, leur rôle premier, c'est de fournir de l'énergie au corps, ne seront utilisés que sur les repas avant et après l'entraînement, donc que sur 2 repas dans la journée. À partir de ce moment-là de la sèche, les cheat meals sont interdits parce que ça viendrait ruiner tous tes efforts de la semaine. Donc uniquement les recharges glucidiques sont autorisées. Imaginons dans ta diète, tu avais sur un repas en question 100 grammes de riz, et bien tu vas en manger 400 grammes. Donc au lieu d'avoir 25 grammes de glucides sur ce repas, 100 grammes de riz cuit, tu as 100 grammes de glucides. Sauf que 1 gramme de glucides égale 4 calories. Donc au lieu d'avoir 25 grammes de glucides, 100 calories avec ton riz, et bien du coup, tu en as 400. Donc tu as fait plus 300 calories par rapport à ta diète de base. C'est pas énorme. Alors que si tu avais fait un cheat meal, tu aurais mangé juste un Big Mac. Imaginons que tu vas à McDo. Tu prends un Big Mac, le truc il est tout petit, hein. Tu mets 2 crocs, tu te bouffes les doigts. 500 calories. Donc tu comprends pourquoi les cheat meals sont interdits. Au niveau de l'entraînement, ce que tu peux faire, mais ce n'est pas obligatoire, c'est intéressant si tu aimes bien ça, de 1, par rapport à ton neurotype, et surtout si tu es en retard au niveau de ta sèche, tu vois qu'il faut perdre pas mal de poids, tu as une échéance, tu vas partir en vacances, il faut faire des photos, etc. Et bien du coup, si tu as une deadline, ce que tu peux faire, c'est rajouter des méthodes d'intensification dans tes entraînements qui permettent de brûler plus de calories. Par exemple les biceps, les triceps. Parce que tu enchaînes des exercices, tu peux avoir un volume un peu plus grand pour le même temps passé à la salle. Les temps de repos sont un peu plus courts que quand tu fais du lourd.
Tu as un temps sous tension qui est plus important, donc tout ça fait que ça brûle un peu plus de calories. À la fin de ta séance, tu peux rajouter un peu de cardio aussi. Voilà, tu peux modifier légèrement l'entraînement. Même si la priorité c'est la diète, tu peux aussi coupler ça avec un entraînement légèrement différent, plus axé cardio, on va dire. Ensuite, ce qu'on sait, c'est que la science a montré que la brûlure musculaire que tu vas avoir à l'entraînement, notamment la congestion, que tu vas avoir encore plus quand tu fais des biceps triceps, ça stimule l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, c'est une hormone anabolisante et une hormone de perte de poids. Donc c'est intéressant. Par ailleurs, les glucides stimulent l'insuline. Et la congestion que tu vas avoir à l'entraînement, elle est due en fait au sucre. Les glucides, c'est des sucres. Les sucres que tu vas avoir dans le sang, ça permet d'avoir de la congestion. C'est pour ça qu'on garde toujours des glucides avant et après l'entraînement pour justement toujours garder cette congestion. Parce que la congestion est aussi un des facteurs de l'hypertrophie. Elle est anabolisante. Si dans un entraînement, comme tu es trop bas en glucides, tu fais trop de volume, tu n'as plus de congestion, stop. L'entraînement doit prendre fin, c'est contre-productif sinon. Parce que si tu n'as pas de congestion, ton muscle, il va utiliser sa masse musculaire pour casser les fibres. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser les protéines, un ensemble d'acides aminés, il va casser les liaisons entre ces acides aminés pour te fournir de l'énergie. Lorsque tu es trop bas en glucides, il va taper dans les protéines. Et là, c'est contre-productif. Donc c'est pour ça que j'ai écrit intra-training recommandé. Et je vais y revenir juste après dans la slide suivante. Et la phase 3, donc, c'est la dernière semaine. Ça, vraiment, c'est si tu veux pousser ta sèche au maximum. Tu vas venir faire ce qu'on appelle une décharge-recharge. Tu vas faire 3 jours où tu coupes totalement les glucides. C'est fait exprès. Tu coupes les glucides et tu te mets le plus bas possible en lipides. C'est exceptionnel, t'inquiète pas pour ton système hormonal. Tu te mets à 0,5 g de lipides par kilo de poids de corps. Pendant 3 jours, tu décharges. Là, à ce moment-là, tu ne fais pas de muscu parce que tu n'auras pas de congestion. Et je viens d'expliquer juste avant pourquoi c'était pas bon. Donc, soit tu fais rien du tout, repos. De toute façon, tu es tellement bas en calories que tu vas perdre du poids, t'inquiète pas, tu vas continuer encore à perdre du poids. Soit tu fais une activité cardio légère. Tu vas marcher, tu vas courir à endurance fondamentale, petit cardio tranquille, tu vas nager, tout ce que tu veux, mais pas de trucs qui déchirent de la fibre et pas de trucs trop intenses qui viendraient encore te fatiguer parce que tu vas être KO. Et une fois que tu as fait ça, tu vas venir faire 3 jours de recharge. Donc une journée par exemple avec 3-4 grammes de glucides par kilo de poids de corps, le lendemain 4 ou 5, le lendemain 5 ou 6, pour vraiment venir remplir au maximum tes réserves en glycogène, venir remplir tes muscles, parce qu'avec les 3 jours de décharge, ils vont être plats, ils vont être vidés. Les 3 jours de recharge, ça va permettre de les remplir, de les rendre gonflés, de les rendre bien, de les rendre veineux. Voilà, c'est l'objectif de la décharge-recharge. Et là, à ce moment-là, tu prends des photos, tu prends des vidéos, t'immortalises le moment, ton physique sera conservable et propre pendant 5 à 10 jours post-sèche. Au niveau des compléments alimentaires, la seule marque que je consomme depuis plus de 3 ans parce que c'est le top qualité, c'est une marque française, la seule avec qui j'ai accepté d'être en partenariat, c'est Nutrimuscle. Tu as un code promo, le mien, si tu veux me soutenir, NMC-du-bas, donc -8, underscore, Alex, tout en majuscule. Ça dépend en fonction des promos qu'ils font, tu auras des remises plus ou moins importantes, mais tu auras toujours des remises. Et pour me soutenir, c'est le meilleur moyen. Donc, pour les compléments alimentaires, je te conseille oméga 3, carnitine, fat burner pour la sèche. Les oméga 3, ils améliorent la sensibilité à l'insuline, ils favorisent la mobilisation des graisses. Donc, je te conseille de prendre en 2 prises entre 2 et 3 gélules. 2 choses à savoir sur les oméga 3. 1, il faut les consommer pour avoir une meilleure assimilation avec une source de gras, une source de lipides. Et 2, il faut les conserver au frigo parce que si tu les laisses dans ta maison à température ambiante, ils s'oxydent. La carnitine, tu vas prendre en une fois 4 gélules avant l'entraînement parce que son objectif à la carnitine, c'est de transporter les graisses vers les mitochondries. Les mitochondries, rapidement, dans tes cellules musculaires, tu as des petites usines, on va dire, qui fabriquent de l'énergie. Et bien, c'est ce qu'on appelle les mitochondries. La carnitine va permettre, si tu la prends avant ton entraînement de muscu ou avant ton cardio, c'est bon aussi, de puiser dans les graisses l'énergie nécessaire à ton corps pour fournir l'effort que tu vas faire, muscu, cardio, peu importe. Fat burner, dernier complément alimentaire que je trouve utile, qui bosse en synergie avec la carnitine, 3 fois 3 gélules, donc ça fait 9 gélules, oui je ne me suis pas trompé, c'est les bons dosages. Une fois le matin, une fois avant et une fois après l'entraînement. Ça permet de stimuler le métabolisme de base et de réduire l'appétit. Là, les dosages que je viens de te donner, c'est avec Nutrimuscle. J'ai calculé, je sais, tu regardes le pot, combien ils te disent de prendre, je connais les quantités, le grammage, etc. Si maintenant tu décides de consommer une autre marque, fais attention, peut-être que ça sera des dosages qui sont légèrement différents. Pour l'intra-training, qui était recommandé dans la phase 2 de la sèche, pour justement continuer à avoir de l'énergie pendant ta séance, continuer à avoir de la congestion et avoir cet environnement qui est anabolisant, je te conseille de prendre un scoop de sucre rapide, donc maltodextrine, dextrose, dextrine cyclique, peu importe. En gros, c'est du sucre blanc, index glycémique élevé, qui permet de stimuler l'insuline,
et d'être digéré rapidement. Donc même quand tu bois ça pendant l'entraînement, tu vas le digérer, ça ne va pas te rester sur l'estomac, tu vas le digérer vite. En fait, il faut comprendre que quand tu prends un repas pendant ton entraînement ou très proche avant ton entraînement, pour pas qu'il te reste sur l'estomac, il faut manger des aliments à index glycémique élevé. Parce qu'en fait, pendant que tu t'entraînes, le sang, il est principalement dirigé vers les muscles que tu entraînes. Sauf que normalement, si tu es en train de digérer, ton système digestif, il a besoin de sang. Donc, on va apporter de la whey hydrolysate, c'est comme de la whey, mais qui se digère encore plus vite. Donc, elle est un peu plus chère, c'est de la whey encore plus qualitative. La liaison entre les acides aminés a été cassée pour la digérer plus rapidement. Ça a un goût un peu bizarre, hein, attention, hein. Ça a un goût un peu de vomi, hein, un goût un peu... T'es un bonhomme, tu bois ça et au moins tu es sûr de ne pas cataboliser. Ou alors tu optes pour des EAA. EAA, ça veut dire Essential Amino Acids, c'est des acides aminés essentiels, donc les 8 acides aminés que ton corps ne sait pas produire lui-même et qui sont responsables de la croissance musculaire. Et après, au cas par cas, si tu as beaucoup trop de stress, beaucoup trop de cortisol, ashwagandha, rhodiola, glycine, magnésium, biglycinate, phosphatidylsérine, et si tu as des problèmes à t'endormir, notamment lorsque tu es bas en glucides, si tu n'as pas de glucides le soir par exemple, parce que tu as des glucides plus qu'avant et après l'entraînement, si tu t'entraînes le matin, tu n'as pas de glucides le soir, certaines personnes ont du mal à dormir le soir sans glucides. Si c'est ton cas, pas de problème. Soit dans ta diète, mais tu le calcules évidemment, hein, tu te gardes un peu de glucides le soir. Le sommeil, c'est la troisième cause de prise de poids ou qui empêche la perte de poids après la mauvaise nutrition et l'alcool. Donc c'est hyper important de bien dormir. Et en plus de ça, tu seras plus en forme, donc plus d'intensité à l'entraînement, tu crées un cercle vertueux. Donc tu gardes quelques glucides le soir, quitte à enlever un petit peu le reste de la journée. Ou alors, tu prends un complément alimentaire, Arco Relax, sommeil lourd, 8 heures. Ça, c'est quelque chose que je connais depuis un mois. Quand je suis rentré des US, avec le décalage horaire, j'ai eu un peu de mal à m'en remettre, tu vois. J'avais du mal à m'endormir. Non, je m'endormais facilement le soir, mais je faisais des insomnies. Je dormais 2 heures, et boum, je me réveille en pleine nuit. Insomnie, impossible de m'endormir. De 2 heures à 5 heures du matin, je t'ai réveillé. J'ai fait ça une fois, 2 fois, je fais aller terminer, je vais en pharmacie, je vais prendre un petit truc à base de plantes. Arco Relax, sommeil lourd, c'est le top du top. Et on finit du coup avec mes meilleures astuces et conseils. Tu vas privilégier le volume alimentaire. Donc des aliments qui ont un gros volume et peu de calories. On va retrouver par exemple les légumes, en moyenne 30 calories pour 100 grammes, et le konjac, 10 calories pour 100 grammes. Tu vas boire plus d'eau parce que c'est un effet coupe-faim et ça permet de limiter la rétention d'eau, donc tu auras une meilleure shape. Tu vas favoriser les aliments à index glycémique bas qui offrent un meilleur sentiment de satiété et qui permet justement de ne pas créer ce pic d'insuline parce que certes c'est une hormone anabolisante, mais le seul moment où c'est intéressant, le pic d'insuline et les aliments à index glycémique élevé, c'est autour de l'entraînement. Le reste de la journée, aliments à index glycémique bas, très important. Et ça, pour savoir quel aliment a un index glycémique bas, modéré ou élevé, tu tapes sur internet, c'est comme le métabolisme de base, tu vas trouver en 2 secondes. On conserve des glucides le soir si besoin, ça fait écho avec ce que je disais juste avant. On boit du maté. En gros, c'est une plante, le yerba maté, qui a de la caféine, que tu vas pouvoir réinfuser toute la matinée. Pourquoi je dis toute la matinée? Parce qu'en fait, si tu en prends après 15 ou 16 heures, tu auras du mal à dormir, c'est de la caféine. Donc la caféine, on essaie d'en prendre, on arrête vers 14 ou 15 heures, parce que ça met beaucoup de temps, ça met plusieurs heures à être éliminé du sang, donc ça peut empêcher de dormir. Et même si ça ne t'empêche pas de dormir, ça va pénaliser tes cycles profonds de sommeil. Donc on en prend jusqu'à 15-16 heures max. En fait, le café, ça va s'assimiler très rapidement. Tu vas avoir boum, un pic d'énergie comme ça, mais derrière tu vas avoir un drop. Parce que le corps est bien fait, si ça monte comme ça descend comme ça, dans le sens inverse derrière, pour réguler, ce qu'on appelle l'homéostasie. Le maté, c'est différent. Ça monte moins haut, mais ça dure plus longtemps. Donc en fait, le café, c'est un stimulant. Le maté, c'est un énergisant. Il faut dormir suffisamment, entre 7 et 9 heures de sommeil. Donc ça fait écho encore une fois à ce que je disais tout à l'heure. Il faut viser une perte de poids lente et progressive, entre 400 et 800 grammes par semaine. Je conseille de se peser tous les jours et de faire la moyenne. Pourquoi? Parce que d'un jour à l'autre, des fois ton poids, en fonction de ton niveau de stress la veille, de la quantité d'eau que tu as bu, de ta dépense énergétique, de tout un tas de paramètres, même de tes hormones que tu ne peux pas contrôler, des fois tu vas te peser un matin, tu vas faire 80,1 et le lendemain tu vas te peser, tu vas faire 79,3 et le surlendemain tu vas faire 80,4. Tu vas dire, maintenant je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? C'est normal, le corps c'est une machine complexe. Donc on se pèse tous les jours et on fait la moyenne à la fin de la semaine et on regarde qu'on ait perdu entre 400 et 800 grammes. Si on a perdu moins que ça, il faut baisser un peu les calories ou augmenter la dépense énergétique. Si on a perdu plus que ça, c'est qu'on a trop baissé vite les calories, on peut se permettre d'augmenter ou de réduire encore une fois la dépense énergétique. Le rendu visuel est supérieur au poids, il faut que la shape devant le miroir, elle gagne en qualité au fil des semaines. Donc le poids c'est bien, c'est un indicateur, mais ce n'est pas le seul. Le plus important c'est le rendu devant le miroir. Et enfin, on prend des photos, vidéos, avant, après. Comme je disais tout à l'heure, c'est super important pour garder des souvenirs,
partager ça avec ses proches, sur les réseaux. Enfin, après, t'en fais ce que tu veux, mais au moins tu les auras. Et on finit avec les erreurs à éviter. Erreur numéro 1, vouloir sécher trop vite. On essaie de ne pas perdre plus d'1 kilo par semaine, sinon on va perdre plus de muscles que de gras. Erreur numéro 2, modifier sa diète à chaque mauvaise pesée. Tu regardes, tu te dis « Oh non, le chiffre est pas bon. Faut absolument que je baisse les calories. » Non, non, ça va se réguler, t'inquiète pas. Demain, tu vas te repeser, tu auras perdu. Donc on ne modifie pas sa diète à chaque fois qu'il y a une mauvaise pesée, une pesée auquel on ne s'attendait pas. On boit max 3-4 cafés par jour. En réalité, on raisonne en termes de caféine. 300 mg de caféine par jour, maximum. Sinon, trop d'effets négatifs, surproduction de cortisol, pénalise le sommeil, etc. etc. donc non. Quatrième erreur à éviter, abuser du volume alimentaire. Donc ça, c'est un peu contre-intuitif parce que juste avant, j'ai dit qu'il fallait optimiser ses assiettes, avoir des grosses assiettes volumineuses mais avec peu de calories. Mais si tu fais ça tout le temps, à tous les repas, tu vas habituer ton estomac à manger des grandes quantités. Et là, c'est un piège dans lequel je suis tombé la première année de ma sèche. Lorsque je suis reparti en prise de masse, fallait que je gamelle 2, 3, 4 assiettes. J'avais trop faim. Je partais en camping avec mon cousin, je mangeais 2 Américains baguettes par 2 Américains baguettes. Aujourd'hui, même quand je finis une sèche, jamais je te mange 2 Américains baguettes. J'en mange un, je suis déjà mort. Mais parce qu'en fait, j'étais tombé dans ce piège du volume alimentaire. Toujours plus de volume. Ne pas se fier aux balances connectées. Les balances connectées, c'est nul. Ta balance connectée préférée sur Amazon, t'oublies. Parce que en fait, ça te prend le courant électrique qu'au niveau des pieds. Et il faudrait que tu aies des capteurs aussi au niveau des mains pour que le courant électrique circule dans tout le corps. Donc, pour prendre note de son poids, c'est très bien. Mais par contre, pour tout ce qui est masse hydrique, pour tout ce qui est masse musculaire, pour tout ce qui est pourcentage de masse grasse, c'est pourri. Si tu veux un calcul fiable, il faut que tu ailles dans un centre spécialisé avec une balance qui coûte 10 000 €, une balance InBody. Tu tapes sur internet INBODY, centre, et tu vas trouver tous les centres en France qui ont des balances InBody et tu peux faire un test complet et fiable pour une cinquantaine d'euros. Et dernière erreur à éviter, augmenter le volume d'entraînement et réduire l'intensité. La principale erreur quand on est en sèche à l'entraînement, c'est de se dire « Ok, je suis en sèche, donc il faut que je brûle plus de calories, donc j'augmente le volume et je baisse l'intensité. Je fais des 12, 15, 20, 25 répétitions. » C'est la pire erreur possible à faire. Donc on maintient la même intensité, les mêmes charges, autant que faire se peut. Évidemment, ça sera compliqué dans les dernières semaines, tu seras trop bas en calories, tu auras perdu du poids, donc le rapport poids-puissance, il se déséquilibre aussi. Et on réduit le volume. C'est super, super important. Si tu es arrivé jusque-là, j'ai une surprise pour toi. Je te propose un bilan, un appel gratuit avec moi de 30 minutes qui va permettre de débloquer ta progression dès demain. Si tu as regardé cette vidéo, c'est probablement parce que soit tu stagnes, soit tu progresses mais tu aimerais bien progresser encore plus vite. Tu vas venir à cet appel avec moi. Le lien est en description. Tu vas arriver avec un problème, tu vas repartir avec une solution 100% personnalisée pour toi. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Si tu veux me soutenir, un like, un commentaire, un partage, tu t'abonnes, tu actives la cloche. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao.